Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Pierre Élie et je suis vraiment Marie-Pierre Élie qui vient de vous dire bonjour à tous. Mais je pourrais ne pas vraiment être moi, qui vous dit ensuite que je pourrais être un hyper-trucage, une vidéo fabriquée de toutes pièces qu'on connaît aussi sous le nom de deepfake. Mais si je n'étais pas vraiment moi en train de vous dire ça, comment pourriez-vous faire la différence? C'est ce qu'on va entre autres découvrir dans cette nouvelle discussion de la série Décoder le monde, co-organisée par le Musée de la civilisation et les fonds de recherche du Québec, en collaboration avec l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique et l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Avec nos trois invités, on va discuter des impacts et des enjeux liés à ces prouesses numériques-là ou ces impostures numériques-là, tout dépendant comment on voit ça. Je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Vincent Bergeron. Il est leader du groupe des technologies émergentes chez Robic, un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle, auteur de plus de 160 publications et conférences. Il a été invité à titre de conférencier en matière de propriété intellectuelle et de technologies émergentes par plusieurs organisations prestigieuses à travers le monde et aujourd'hui par le Musée de la civilisation. Bonjour. Merci. Nicolas Garneau, candidat au doctorat en informatique à l'Université Laval. Il cumule plusieurs années d'expérience en développement logiciel et analyse de données, spécialiste entre autres de la génération automatique de contenu textuel, parce qu'il n'y a pas seulement l'image et le son, l'intelligence artificielle peut aussi écrire des textes. Bonjour. Allô. Et Jean-François Lalonde, professeur agrégé au département de génie électrique et de génie informatique de l'Université Laval, lui aussi spécialiste de la génération automatique de contenu visuel cette fois. Il a notamment développé des technologies pour Disney. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc, justement, pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit technologie du faux 101, si on veut, parce qu'on aimerait savoir, dans le fond, ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, nous donner peut-être un aperçu de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Parce que je me souviens, quand j'étais jeune, là, on découvrait Photoshop, puis oh mon Dieu, c'était comme la fin du monde. On est vraiment ailleurs aujourd'hui, là. Qui veut commencer? Absolument, je peux peut-être me lancer. On est vraiment rendu à un Photoshop sur stéroïdes, c'est-à-dire que tout ce qui était possible de faire avant, on peut le faire, mais de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. C'est devenu accessible à quelqu'un qui n'a pas nécessairement les capacités techniques ou du moins les capacités artistiques de le faire. Donc, parce qu'on peut carrément faire dire en vidéo à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Absolument. On peut générer une vidéo d'une personnalité. Généralement, c'est les personnalités publiques, parce qu'on a besoin quand même d'avoir plusieurs, je dirais plusieurs exemples de vidéos de cette personne-là. Mm-hmm. Et à partir de ça, on peut générer une nouvelle vidéo de cette même personne qui va dire quelque chose qui est créé de toutes pièces. Donc, ce qu'on a vu dernièrement dans une publicité avec le jeune Bernard de Rome, c'était exactement ça, un deepfake ou un hyper-trucage en français. C'est de ça qu'on parle? Exactement. Parfait. À l'écrit aussi, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on peut générer du texte automatiquement, puis les générateurs de texte existent depuis très longtemps. C'est juste que les performances n'étaient pas aussi élevées depuis quelques années, depuis 2017-2018. Maintenant, on est rendu avec des générateurs de texte qui ne vont pas juste générer une phrase, mais ils vont se mettre à générer des paragraphes, des documents complets qui vont avoir une certaine cohérence. Donc, on en est rendu là où est-ce qu'on est capable de générer à profusion du contenu textuel. On a encore un peu de misère à contenir ou à contrôler le contexte de cette génération textuelle-là, mais ça s'en vient rapidement, là. Puis est-ce qu'on pourrait être facilement berné puis ne même pas savoir que c'est une machine qui a écrit le texte qu'on est en train de lire? Je sais que ça se peut avec le visuel, mais à l'écrit, est-ce que c'est ça aussi? Avec l'écrit, c'est un petit peu plus dur que le visuel, je dirais, parce que avec le visuel, on est comme bombardé d'informations. On a beaucoup de pixels à analyser avec l'œil, tandis que l'écrit, on va lire chaque mot, voir chaque caractère. Pardon. Puis, il y a des caractéristiques communes de générateurs de texte, des erreurs qui sont faites, c'est de la répétition, il y a une perte de cohérence au niveau du contenu. Fait que c'est le genre d'erreur qu'on peut déceler en tant qu'être humain, mais sinon, dans sa forme générale, un générateur de texte peut arriver à berner quelqu'un s'il n'est pas au fait du contexte, s'il n'est pas au fait de quoi on parle dans ce document-là, bien, on peut très bien se faire berner par la génération, là.
on approfondira ça un petit peu plus tard, justement, dans quelles circonstances on peut faire ça, puis quels sont les enjeux qui viennent autour. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter? Ben oui, absolument. C'est que dans les faits, créer du contenu de manière numérique, si on pense aux effets spéciaux dans le monde du film, ça existe depuis longtemps, mais c'est que maintenant, on ne le fait pas simplement dans un but de créer quelque chose de visuellement intéressant. Dans certains cas, ça va jusqu'à berner où on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Puis c'est un peu ça l'enjeu du deepfake, hyper-trucage en français. C'est cette nuance-là dans les intentions de l'auteur de voir où, dans les faits, on peut le faire pour berner autant que pour une utilisation légitime, comme dans un film, un Robert De Niro rajeuni dans The Irishman, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais demander d'ailleurs, la frontière entre l'hyper-trucage et le trucage tout court, on la délimiterait juste, c'est au niveau de l'intention de celui qui génère cet effet-là? Ben, en fait, c'est que pour utiliser l'expression de tantôt, c'est de la technologie qui est un peu sur les stéroïdes présentement, où, dans les faits, avant, on avait des employés hyper spécialisés, par exemple, pour générer des effets spéciaux. C'est des choses qui coûtaient très, très cher à produire. Puis maintenant, par différentes applications, dont Fake App ou Face App, on parvient à le faire avec un téléphone cellulaire puis très peu d'images de départ. Donc, elle est là, la nuance, une espèce d'accélération astronomique de la technologie là, dans le domaine. C'est ça. Je rajouterais peut-être d'un point de vue technologique, c'est vraiment, je partage ton opinion, c'est vraiment comme ça que je vois ça aussi. C'est quant à la facilité d'utilisation et et au niveau de qualité des résultats qu'on peut obtenir. Donc, effectivement, de nos jours, toujours dans les films d'animation ou dans les films à effets spéciaux, c'est encore très, très compliqué à créer. On a besoin d'une grande quantité de personnes là, très talentueuses, très habituées, très techniques là, pour générer ces effets-là. Tandis que l'hyper-trucage, c'est vraiment des technologies qui sont accessibles très facilement par monsieur et madame tout le monde, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir de connaissances techniques et qui est quand même capable d'obtenir des résultats de très haute qualité. Okay. Mais je dirais qu'une autre différence, c'est qu'on a beaucoup moins de liberté dans le type de résultats qu'on peut obtenir. Je ne peux pas générer une explosion qui va avoir l'air aussi convaincante de celle du film d'action qui vient de sortir. Mais cependant, je peux générer, comme on a discuté, une vidéo d'une personne là, qui dit des choses qu'il n'a jamais dites. Mais donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'il est hyper, le trucage, qu'il est hyper plus difficile ou complexe à faire. C'est même l'inverse. C'est l'inverse. On parle d'hyper en termes, je pense, de réalisme et d'aspect vraiment, l'aspect convaincant du résultat. Là. Mais est-ce qu'on peut carrément dire que c'est à la portée du commun des mortels? Parce que là encore, on s'imagine que c'est forcément très cher, mais ça ne semble pas être le cas d'après ce que vous me dites. Non, pas du tout. C'est des technologies qui peuvent être maintenant utilisées par monsieur, madame, tout le monde. On voit, par exemple, dans votre fil Facebook, vous avez probablement vu récemment des gens qui permutent leur visage dans des vidéoclips de chansons connues, puis le résultat est somme toute assez convaincant, puis on peut s'imaginer que ces personnes-là, ça leur a pris quelques clics générer une vidéo comme ça qui a l'air convaincant. Si on prend l'étymologie du terme en anglais deepfake, parce qu'hyper-trucage, ça a une connotation presque positive de résultats hyper intéressants, alors qu'en anglais, deepfake, ça vient à la base d'un utilisateur sur Reddit qui avait un peu démocratisé l'utilisation dans le domaine des vidéos pornographiques. Donc, lui suggérait qu'on utilise une application pour remplacer les visages par des visages connus dans ce type de vidéos-là. Et le nom du deepfake a collé un peu parce qu'on utilisait le deep learning, une méthode en intelligence artificielle, pour créer des vidéos faux. Donc, deep fake. Donc, il y a une connotation beaucoup plus négative lorsqu'on prend le mot en anglais qu'en français ou hyper-trucage. Bien là, tout d'un coup, ça a l'air plutôt jojo comme technologie. Puis est-ce que c'est très récent? Est-ce que ça fait longtemps que ça existe ou c'est quelque chose de relativement nouveau? Depuis 2015, on a vu apparaître les premiers cas publiquement comme ça, mais dans le domaine de la recherche, je pense que c'était présent quand même depuis quelques temps. Oui, tout à fait. Ça fait, en fait, ça fait des années, même des décennies, même que ces technologies-là existent. Mais je dirais qu'on a assisté à la naissance du terme hypertrucage, deepfake et hypertrucage en français, depuis effectivement là, environ les 4-5 dernières années, 5-6 dernières années, là, qui a vraiment, c'est là qu'on a vu vraiment une transition comme du monde de la recherche et du monde peut-être des experts, vers des personnes qui ont de moins en moins d'expertise, mais que c'est toutefois très accessible à ces personnes-là. Comme vitesse de démocratisation, c'est presque du jamais vu. Pour donner un exemple, en Chine, il y a une application mobile qui s'appelle Zao, qui a été lancée à un moment donné, qui permettait de permuter son propre visage sur celui d'acteurs connus dans les films chinois.
Et en 3 jours, c'est devenu l'application la plus téléchargée dans toute la Chine. Donc, on parle d'applications qui ont eu des niveaux de popularité sans précédent et qui, dans les faits, sont basées sur des technologies quand même de pointe, là, mais qui permettent de l'utiliser pour monsieur, madame, tout le monde. Puis là, j'aimerais qu'on effleure un peu, mais un peu, le comment on fait. Parce qu'on entend parler justement là, de réseaux, de neurones artificiels, d'affaires très, très, très complexes. J'aimerais ça juste nous donner un aperçu de c'est quoi la recette pour créer un deepfake ou un hypertrucage. Je m'essaye. Sans formule, là. Sans algorithme. Bien, l'unité de base, c'est le neurone artificiel. Un neurone artificiel, là, je vais aller très simplement, mais c'est un modèle de calcul très, très simple. C'est tout simple, ça fait des additions puis des multiplications. Mais donc, un neurone artificiel, il n'y a pas un neurone. Oh non, on n'y touche pas. Okay. On est dans l'abstraction. On est dans l'abstrait, c'est ça. C'est une formule mathématique, okay. Exactement. C'est une formule mathématique qui fait quelque chose de tout simple. Mais ce qui va... puis c'est l'analogie, OK? C'est inspiré un peu du modèle du neurone biologique, mais on s'arrête là dans les comparaisons. C'est vraiment... ça ressemble à peu près là, à ce que ça fait, mais après ça, on s'arrête là. On n'est pas en train de répliquer ce que le cerveau humain fait. Pas du tout. Okay. Donc, c'est un modèle de calcul qui est particulièrement utile parce qu'il est tout simple. Et la complexité va émerger du fait qu'on va en brancher plusieurs en parallèle. Et non seulement on va les faire calculer certaines choses, mais on va rajouter donc un groupe de neurones et on va répliquer, mettre plusieurs de ces groupes-là pour former une genre de hiérarchie. Puis ça va faire en sorte que les premiers neurones qui reçoivent l'information, qui sont proches, par exemple, d'une image, qui reçoivent les pixels d'une image, eux vont regarder des tout petits morceaux de l'image. Okay. Et ils vont dire, « Oh, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que je vois un changement d'intensité? » D'un côté, c'est clair, de l'autre côté, ça devient très sombre. Peut-être qu'il y a un changement d'intensité dans différentes orientations. Ça, c'est ce que les premiers neurones font. Et ils passent cette information-là aux autres neurones qui, eux, en voient un petit peu plus large. Ils vont venir regrouper ces informations-là ensemble pour venir, par exemple, dire « Oh, est-ce qu'il y a un coin? Ou est-ce qu'il y a une ligne plus longue? Est-ce qu'il y a une jonction en T, par exemple? » Et là, ces informations-là vont être encore une fois passées à l'étape d'après, qui, elle, va venir regrouper les choses. « Oh, est-ce qu'il y a une forme? Est-ce que je reconnais, par exemple, un triangle, un carré, etc. » Et ainsi de suite. Puis plus on va loin dans le réseau de neurones, plus on va être en mesure d'extraire des concepts qui ressemblent à un visage, par exemple, ou encore, je ne sais pas moi, de la texture de briques, parce que j'en ai beaucoup, tu sais, j'en vois beaucoup dans le monde, des choses comme ça. Puis ça, il y a eu des études fascinantes qui ont été faites, qui ont montré qu'il y a encore une fois un parallèle à faire avec le système visuel humain, qui lui aussi, les neurones qui sont les plus près, par exemple, de la rétine, ces neurones-là aussi réagissent au changement d'intensité. Et plus on va loin dans le réseau de neurones biologiques, plus les concepts, ce sont des concepts plus de haut niveau qui émergent. Donc, reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, des chiens, des chats, des animaux, etc. Puis ces réseaux-là, est-ce qu'ils peuvent générer quelque chose de toute pièce, là, complètement à partir de rien, ou ça prend quand même une base de, mettons, Barack Obama qui fait un discours, puis là, il fait dire autre chose? Ça prend toujours une base. OK. Oui, c'est ça. On ne va pas créer quelque chose complètement... Pas encore. Okay. On a toujours besoin d'exemples d'entraînement. Okay. La clé du succès de ces machines-là, c'est que ça fait en sorte que c'est un engin, un outil de calcul qui est extrêmement flexible. Mais, on va s'imaginer, mettons, dans un cockpit d'un avion. Tu sais. Je ne sais pas si on est déjà allé, ou en tout cas, moi, quand j'étais petit, j'étais bien excité quand j'avais le droit d'aller voir ça. Puis, il y a des boutons partout. Il y a des contrôles partout. Puis, pour que l'avion se comporte de la bonne façon, il faut les ajuster de la bonne façon. Puis, c'est ce que les pilotes font, etc. Un réseau de neurones, c'est semblable. C'est-à-dire que ça a plein de boutons. Et là, quand je dis plein, je parle de centaines de milliers, puis même de millions de petits boutons à ajuster. Et au début... On les ajuste pas un par un. Non, c'est ça. Non, exactement. En tant que chercheur, on ne fait pas ça. Okay. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on design des algorithmes, donc des procédures, qui vont faire en sorte qu'à partir d'un groupe d'images, mettons que je veux entraîner un réseau de neurones à générer des visages, je vais m'acquérir une grande quantité de photos de visages humains. Et là, la procédure qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner, on entraîne le réseau de neurones à générer des visages, c'est-à-dire sa tâche, ça va être de trouver c'est quoi la valeur de chacun de ces millions de petits boutons-là pour que je puisse obtenir le résultat que je veux.
Puis à l'écrit, sans nécessairement, encore une fois, j'imagine qu'il y a énormément de détails, mais est-ce que grosso modo, c'est le même genre de recette où on décortique toutes sortes de composantes? Oui, on va utiliser un peu la même sorte de procédure, à savoir où est-ce qu'on veut trouver l'ensemble de combinaisons qui vont faire en sorte qu'on regarde de générer ou de comprendre du texte. On va utiliser des réseaux de neurones. Puis on peut voir les neurones un peu comme la capacité d'apprentissage à une architecture. Puis récemment, comme Jean-François le disait, on est rendu avec des milliers, voire des millions de neurones, qui fait en sorte que maintenant, les générateurs de texte peuvent s'approprier un corpus de texte, en analyser la structure, comprendre le champ lexical, comment on place un déterminant dans une phrase, un nom, ça se situe ou un adjectif, ainsi de suite. Puis, en fait, la manière qu'on va entraîner ces architectures-là, ces réseaux de neurones-là, c'est vraiment, c'est vraiment simple. Ce qu'on apprend, c'est de prédire le prochain mot dans une phrase. Donc, si j'ai la phrase chez Saint-Hubert, Nicolas se commande une, bien, on va avoir certains termes dans notre esprit qui vont émerger comme une cuisse ou une poitrine, par exemple. Mais si je suis à la trattoria, Nicolas se commande une, bien, ça va peut-être être plus une pizza, par exemple. OK. C'est le genre de choses qu'un modèle de langue un modèle de langue étant un générateur de texte, un modèle de langue va venir capturer dans un corpus, va venir apprendre pour faire, après ça, si on est capable de prédire le prochain mot, bien, je suis capable de prédire l'autre, le prochain, ainsi de suite. Puis c'est comme ça qu'on va se mettre à générer du texte, finalement. Puis est-ce qu'il y a des langues qui sont plus faciles à comprendre et à maîtriser? Bien, souvent, dans ce qu'on a vu, principalement en traduction automatique, c'était de partir de l'anglais pour traduire d'autres langues. C'est un petit peu plus facile. OK. Mais sinon, en fait, c'est surtout par la représentation de la langue au niveau numérique. Si on a beaucoup de données d'entraînement, beaucoup de données numérisées, c'est ce qui va aider beaucoup à faire un apprentissage de cette langue-là, évidemment. Il y a plein de langues qui sont sous-représentées où est-ce qu'on arrive on peine à faire de la génération textuelle pour ces langues-là, finalement. Mais pour l'anglais, actuellement, c'est super facile, là. Puis si on s'intéresse aux impacts, justement, de ces technologies-là sur l'industrie du divertissement, on peut imaginer que c'est énorme. Puis, on disait un peu plus tôt, pas tout de suite généré à 100 %, mais est-ce qu'on peut penser un jour, je ne sais pas moi, que les acteurs, les animateurs, les influenceurs vont être complètement relégués aux oubliettes, on n'aura plus besoin d'eux? Je pense pas. De mon côté, je pense qu'on va toujours avoir besoin de la créativité humaine à quelque part dans le processus. Donc, est-ce qu'il va y avoir des gens pour présenter? Dur à dire, mais il va certainement toujours y avoir des gens derrière ces résultats-là, derrière OK. ces algorithmes-là. Là. C'est pas un des enjeux principaux. Pas pour le moment, je dirais. Ce qui est beaucoup envisagé de ce côté-là, c'est l'hyper-personnalisation du contenu, c'est-à-dire d'utiliser ces technologies-là, par exemple, pour remplacer un acteur dans un film par votre acteur favori. Si vous êtes un fan de Bruce Willis, bien Bruce Willis pourrait jouer dans tous vos films parce qu'on va permuter son visage partout dans tous les films. OK. Ou encore faire participer la personne dans le film ou dans un jeu vidéo. Donc, on n'est pas très loin là, de faire apparaître la personne dans son jeu vidéo favori avec son visage à elle pour lui faire vivre les aventures. Donc, du côté de l'hyper-personnalisation, ça a vraiment un énorme potentiel. Évidemment, un des enjeux, puis là, on tombe plus du côté éthique de tout ça, puis même philosophique, mais c'est qu'à partir du moment où on choisit, par exemple, de placer seulement des gens qui nous ressemblent dans le contenu qu'on voit, dans les films qu'on voit, il y en a même du côté de la publicité qui disent, bon, bien, peut-être que le marketing fonctionne mieux si on vous présente quelqu'un qui vous ressemble dans la pub. Puis que là, tout d'un coup, on n'a plus du tout de diversité corporelle, de diversité ethnique ou autre dans tout le contenu qu'on consomme. Bien, à terme, ça peut amener d'autres types de problèmes. Donc, quelque chose d'extrêmement positif d'un côté, mais qui va devoir être balancé dans l'évolution avec des enjeux éthiques. Donc, on pourrait, par exemple, avoir une publicité de base, mais selon à qui elle s'adresse, il y a Absolument. des petits changements. Puis on s'entend qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est déjà ça qui se passe. Les publicités que vous voyez sont ciblées spécifiquement pour vous convenir à vous. Mais là, ça pourrait être poussé même à un autre niveau. Est-ce que même le visage des gens, les traits de visage, même vous faire apparaître dans un contexte X pour vous donner envie de partir en voyage, par exemple? Donc, on est là. C'est vraiment une hyper-personnalisation du contenu qu'on va s'en venir de ce côté-là. Puis, par exemple, de faire revivre un acteur qui est décédé, j'imagine que ça a même déjà été fait. Ouais. Est-ce qu'on regarde beaucoup dans cette direction-là? On regarde beaucoup dans cette direction-là. Puis encore une fois, on est à la limite entre la technologie, est-ce qu'elle peut le faire? Oui. Éthiquement, est-ce qu'on veut faire ça?
grosse question. Et du point de vue juridique, ben, encore une fois, il y a des enjeux. Donc, est-ce qu'on peut continuer de monétiser l'image d'une personne décédée depuis longtemps, par exemple, en la faisant revivre dans des films à perpétuité? Parce qu'en ce moment, il y a des enjeux juridiques de dire, bon, mais les droits rattachés à une personne, est-ce que ça, selon les juridictions, des fois, ça passe aux héritiers, des fois, ça arrête au moment du décès. Mais là, à partir du moment où les studios disent, ah, mais tel acteur était plutôt populaire, on pourrait le faire jouer dans les 45 prochains films, puis à un moment donné, peut-être même sans payer d'argent à sa succession. Donc, il y a cet enjeu-là. Mais légalement, on en est où aujourd'hui? Est-ce que c'est comme le droit d'auteur, 50 ans après le décès, on fait ce qu'on veut? Ou je ne sais pas si je viens de bien résumer le droit d'auteur, mais... Très, très bien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, la difficulté, elle est là, c'est que province par province, on va avoir un droit différent. Au Canada, on a du droit civil province par province. Puis aux États-Unis, on a des concepts complètement différents. Par exemple, aux États-Unis, on a le right of publicity, qui permet vraiment de monétiser davantage les traits d'une personne et qui peuvent passer aux héritiers plus facilement, tandis qu'au Québec, présentement, ce ne serait pas le cas. Donc, à partir du décès de la personne, on ne pourrait pas continuer de monétiser son image de la même façon, ou du moins, il y a des véhicules juridiques qui vont commencer à être probablement mis en place prochainement pour tenir compte de tout ça. Puis ça fait intervenir différentes choses, le droit à l'image d'une personne, le droit du respect de sa vie privée. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement les films. À la limite, est-ce qu'on peut penser que ça pourrait devenir un produit offert après le décès là, par un salon funéraire comme plein d'autres, de faire revivre quelqu'un? Est-ce que c'est beau ou c'est un peu sinistre? Personnellement, je trouve ça peut-être un peu sinistre, effectivement. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, la technologie est là, ou du moins proche d'y être. Et puis, ça va effectivement devenir de plus en plus facile de créer ce genre de choses-là. Et vraiment, ça donne froid dans le dos à certains égards. Là, on est rendu presque dans le transhumanisme mixé avec faire revivre les morts, là, dans le sens où certains, en ce moment, il y a des projets documentés, là, puis des entreprises qui ont essayé de se lancer pour dire, bon, bien, étant donné qu'on est capable de capter la voix de la personne si on a des clips audio, on a son visage, on peut générer de l'image de synthèse avec. Puis, avec un petit peu d'intelligence artificielle, on va essayer de capturer un petit peu sa personnalité, comment elle aurait réagi dans telle ou telle circonstance. Et à terme, on va vous proposer que grand-maman va être avec vous pour toujours. Et elle va toujours être là, puis répondre à vos questions, puis penser un peu comme elle pensait. Donc, c'est en termes éthiques et philosophiques, là, on s'en va vraiment dans une zone qui va soulever énormément de questions parce que sur le plan technologique, la technologie se dirige vers là et je veux dire, la capacité de le faire va être là. Donc. Ça me donne une autre idée. Nicolas, justement, au niveau de l'écrit, si on voulait bonifier un produit hypothétique comme ça, est-ce qu'à partir des écrits de quelqu'un pendant toute sa vie, on pourrait entraîner une machine, mettons, à générer un texte qui pourrait avoir l'air d'être écrit par cette personne-là? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c'est à ce point-là, est-ce qu'on peut personnaliser la génération de textes? Oui, clairement. Et puis, en fait, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dedans de justement capturer la stylistique de quelqu'un, de sa manière d'écrire, mais aussi quelle émotion elle apporte dans le texte. Puis, c'est tout à fait quelque chose de possible à faire avec le texte. Puis, même que, en fait, la façon qu'on peut procéder, c'est d'apprendre justement une distribution textuelle, comme je le disais, avec un modèle, un générateur, puis après ça, juste le peaufiner sur ma manière à écrire, comme le spécialiser sur ma façon d'écrire à moi ou ma grammaire potentiellement. Si on a la main sur des données numériques, bien sûr, de ma grammaire. Mais tout à fait, on peut Mais puis là, est-ce que Charry, admettons, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, faire réécrire un roman à Dostoïevski, mettons, en allant vraiment synthétiser sa manière d'écrire? Probablement. Puis même, comme je suis persuadé que Shakespeare a même plusieurs romans aussi à son effectif déjà de réécrit. OK, mais, déjà. Parce qu'en fait, tout ce qui est disponible numériquement, on peut le reprendre puis faire un apprentissage qui est fait de ce corpus de texte-là. Puis après ça, une fois que le générateur de texte a appris comment ce texte était composé, il peut tout simplement juste en réécrire des bouts. Ça va ressembler, il va avoir la même stylistique. Ce ne sera pas la même histoire qui va être réécrite, mais il va avoir la même stylistique, le même un peu agencement de termes, de personnages, puis tout ça. Là. C'est ça la beauté de l'hypertrucage, c'est que dans les faits, on veut que ça ressemble au produit original à ce point où même les experts sont induits en erreur. Ça a été fait avec de la peinture de Rembrandt, de Van Gogh, de générer des peintures qui n'ont pas été faites par les peintres, mais que même les experts qui regardaient ça disaient
ça doit être un original, ça n'a aucun sens. C'est exactement les mêmes styles, les mêmes techniques. Ah oui, ça a été fait, puis c'est perfectionné à ce point-là? Ça a été testé dans des universités en mode prototype. Ça a été fait dans le monde de la musique, des gens qui ont produit des chansons des Beatles, jamais écrites par les Beatles, mais qui, à l'oreille, on jurerait que c'est une chanson des Beatles. Ah oui, Donc, vraiment. on est rendu là, c'est vraiment de fondre la ligne pour ne plus être capable de distinguer le vrai du faux. Là. Bien, puis ça m'amène à une question un peu plus philosophique, peut-être. Est-ce qu'une machine peut faire de l'art? Ça, c'est une bonne question. Certainement, elle peut recréer. Jusqu'à présent, évidemment, il faut s'en tenir en fait, en bout de ligne, c'est des maths, hein, c'est des mathématiques, c'est des équations, c'est des calculs qui sont effectués. La machine, elle apprend à recréer ce qu'on lui demande, ce qu'on lui donne comme exemple. Et en fait, c'est quand même fascinant si on regarde comment ça fonctionne. Il y a comme deux mécanismes qui se combattent dans cette génération-là. Il y en a un qui génère et qui essaie, et le deuxième regarde ce que le premier a généré et lui dit si c'est bon ou pas bon. Et comment il fait pour savoir ça? Bien, c'est qu'on lui donne une série d'exemples, par exemple des peintures de Picasso. Et la tâche de ce deuxième morceau-là, c'est de comparer le résultat du générateur avec tous les autres Picasso et dire, est-ce que je suis capable de les différencier, ces choses, ces deux-là? Donc, en bout de ligne, c'est un peu comme ça que ça fonctionne et ça fait en sorte que, c'est tant aussi longtemps que cet entraînement-là fonctionne, mais on est capable de générer des images qui ressemblent à ce qu'il a déjà vu. Mais au-delà de ça, est-ce que ça, c'est de l'art? Forcément, il ne sera jamais capable de faire autre chose. On connaît Picasso, il était extrêmement prolifique, très, très créatif, il a fait de la sculpture, toutes sortes d'affaires. Bien, forcément, notre réseau de neurones qui fait des images, il ne fera jamais rien d'autre que ça. Il ne fera jamais rien d'autre que du Picasso. Est-ce qu'on pourrait, à un moment donné, je ne sais pas, tripatouiller un réseau de neurones pour qu'il fasse une création complètement originale du jamais vu? Puis là, dire « wow ». Je pense qu'il y en a un peu. Il y a des choses qui ont été quand même assez impressionnantes qui sont sorties récemment. Là, mais certainement, c'est des questions qu'on se pose, je dirais, Mais dans le domaine de la recherche, on se pose cette question-là beaucoup. Est-ce que c'est pas le même principe que de dire un être humain qui crée s'abreuve aussi de toutes sortes d'influences, de sources d'influence pour créer? Donc, est-ce que la machine, c'est pas la même chose? C'est-à-dire qu'on lui suggère différentes choses, différentes influences et qu'elle crée à partir de ça? Donc, il y a une question assez philosophique intéressante quand même là-dessus, sur l'importance des influences sur la création artistique. Un être humain qui n'a jamais été exposé à rien, on n'a jamais fait le test de dire ben, crée-nous quelque chose à partir d'absolument rien, que tu n'as jamais rien vu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une question qui est très philosophique. En fait, j'ai participé à des panels de discussion spécifiquement là-dessus parce que le droit d'auteur, qui est reconnu nationalement dans plein de pays à travers le monde, est basé sur le fait qu'il y a un être humain qui est l'auteur de quelque chose, une création artistique, qui est un exercice de talent et de jugement de la part d'un être humain. Mais au final, la création faite par un modèle d'intelligence artificielle, lorsqu'on l'écoute, c'est de la musique. Lorsqu'on le regarde, c'est un texte. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas qu'il peut y avoir une protection à ce contenu-là? Pour le moment, c'est des bases purement philosophiques et éthiques. Et juridiquement, on est prêt avec des systèmes qui nécessitent encore la part d'un humain. Donc, pour le moment, ce qu'on a vu, c'est que souvent, le résultat n'est pas parfait lorsqu'il est généré. Donc, il y a quand même un humain qui repasse dessus, qui va polir un petit peu, qui va éditer, ajuster. Et on s'en remet en ce moment beaucoup au fait que cet être humain-là a mis son apport dessus. Donc, oui, il y a naissance d'un droit d'auteur. Mais s'il y avait des créations purement indépendantes, là, c'est toute l'industrie du divertissement et du droit d'auteur qui tomberait un peu par terre si on venait dire il n'y a potentiellement plus du tout de droit d'auteur sur ces créations-là. Donc, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec. Donc, des grands enjeux. Mon Dieu, c'est complexe. En tout cas, ça se jase, j'imagine, dans le milieu juridique présentement. Absolument. Puis un peu plus tôt, on se demandait si les acteurs, les animateurs pourraient ne plus servir à rien. J'ai envie de poser la question, Nicolas, est-ce qu'à un moment donné, je ne sais pas, un journaliste, un écrivain ou les rédacteurs en général, est-ce qu'ils pourraient devenir complètement inutiles si vos technologies fonctionnent assez bien? Mais complètement inutile, moi j'en doute aussi. Je pense que j'ai un peu la même pensée que Jean-François. Puis c'est un peu, je vois beaucoup plus les générateurs de texte comme des outils. Puis l'humain va toujours venir ajouter une petite touche d'originalité ou plutôt factuelle aussi, parce qu'un générateur de texte, être au fait de tout ce qui se passe dans le monde, c'est pratiquement impossible. Puis de dire qu'on va venir générer des nouvelles qui parlent du monde en général, bonne chance, parce que ça va vous prendre un bon petit réseau de neurones pour faire ça.
Mais je pense que de venir faire une génération de base, puis après ça, ou de faire une écriture assistée, si on veut, moi, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus plausible, puis peut-être un petit peu plus pensable. Mais par exemple, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, admettons un étudiant qui a accès aux outils les plus perfectionnés, est-ce qu'il pourrait faire une dissertation ou un travail, là, puis que son prof lui donne une bonne note? Définitivement, oui. Ah oui? Ben, ça a déjà été fait, en fait. C'est lui qui l'a fait. mais non, ça a déjà été fait. Puis l'étudiant a passé, il a gardé l'anonymat, la personne, quand il a écrit un blog à ce propos, mais il a littéralement demandé à un modèle de langue, le modèle de langue qui maintenant, on est rendu dans GPT-3, qui a été rendu disponible par OpenAI, le générateur de texte. Puis il a carrément généré 2 dissertations pour lesquelles il n'y a pas eu une super bonne note. Mais 80% des étudiants passaient, puis lui, il a passé. Okay. Fait que sa note, c'était pas un A+, mais quand même, il a juste... En fait, la manière qu'il faisait, c'est qu'il demandait au générateur de texte, il mettait des mots-clés pour pour commencer par générer une phrase, puis après ça, étant donné la phrase, on va générer un paragraphe, puis là, il venait corriger certaines, soit fautes de syntaxe ou plutôt sémantique, réorganiser des phrases, puis au final, il y avait une dissertation décrite sans trop d'efforts, finalement. Okay. Puis il a réussi à passer 2 dissertations à son professeur avec ça. Mais là, ça, c'est exceptionnel. Là. Dites-nous, est-ce que quelqu'un qui saurait comment chercher aujourd'hui peut facilement... il y a un commerce de ça, puis non? Bien, c'était pas tant exceptionnel que ça. Okay. C'est très démocratisé, ce genre de techno-là. Okay. Puis OpenAI le font beaucoup, puis il y a aussi une autre compagnie new-yorkaise qui le fait beaucoup, Hugging Face, qui rend disponibles ces modèles-là. Puis il y a même une interface web où est-ce que je peux aller commencer à écrire mon texte, puis il va venir juste compléter ce que moi j'écris. C'est très accessible. Puis ça, il n'y a aucune façon, à une époque, le plagiat commençait, c'était facile d'aller vérifier sur Google si c'était un plagiat, mais ça, il n'y a aucune façon de savoir. C'est assez dur de détecter si ça a été généré. C'est pas impossible, mais c'est pas parfait non plus. Là. Ça, c'est certainement pas disponible au commun des mortels, au commun des profs. Non, pas pour les profs. Non, des statistiques que j'ai vues, moi, là-dessus, c'est qu'en ce moment, énormément de la recherche puis de l'argent investi est à faire du contenu qui est presque parfait. Donc, de la recherche pour perfectionner la génération qui induit tout le monde en erreur. Mais de l'argent investi en détection pure, presque pas. Puis il y a eu des concours organisés par des gros joueurs. Microsoft, Facebook avaient organisé un concours pour le développement d'outils de détection, puis sur des données privées, donc qui n'étaient pas préalablement publiques, mais qu'on a juste donné, trouvez-nous le contenu. Les meilleurs taux de succès pour trouver le contenu par les meilleurs joueurs de la planète qui se concentraient à ce problème-là, au plus 65 %. Okay. Fait que, je veux dire, c'est un réel enjeu, même pour les gens spécialisés dans le domaine, de détecter ce qui est du contenu qui n'est pas légitime. Donc, imaginez un professeur d'université dans un domaine non technologique va être capable de repérer qu'un texte a été écrit par un algorithme. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Non. Puis est-ce qu'on peut dire la même chose en général? Parce que là, moi, je pense désinformation, évidemment. Est-ce qu'à peu près partout, on est plus avancé dans ce qu'on est capable de produire, de générer, que dans ce qu'on est capable de détecter? Absolument, oui. C'est vraiment un jeu du chat et de la souris, là, ou police-voleur. Là. Il y en a toujours un qui est en avance sur les autres. Donc, effectivement, l'aspect génération là, est en avance. C'est quand même une bonne longueur d'avance sur l'aspect détection, reconnaissance, authentification, etc. Parce que c'est compliqué de lutter contre la désinformation tout court. À un moment donné, on dirait que l'image, ça restait le dernier rempart de OK, à partir du moment où tu le vois, que quelqu'un a dit ça. Mais il faut faire attention parce que la photographie, OK, ça existe depuis presque 200 ans. Je ne me trompe pas, je sais pas. Les caméras, ça existe depuis très longtemps, mais la photographie, effectivement, je pense que c'est des années 1800, au 19e siècle. Et puis dès que c'est né, ça, les gens se sont mis à les manipuler. Donc, Lénine, par exemple, ou Staline était très connu qu'il faisait éditer ses photos là, qui avaient été prises de lui, par exemple, avec quelqu'un d'autre. Mais là, tout d'un coup, cette personne-là était plus dans ses faveurs et il faisait effacer de toutes ses anciennes photos. Donc, on pouvait carrément découper les négatifs, les recombiner ensemble, etc. Donc, depuis que la photo existe, les manipulations existent. Oui. Depuis que la photo, évidemment, depuis l'avènement de la photographie numérique, c'est là qu'on a commencé à avoir une explosion depuis les années 90 environ. On a commencé à avoir une explosion dans ces
facilité de manipulation-là, parce que l'aspect numérique facilite ça. Mais une image tout court, c'est une chose. Je pense qu'on est Oui. assez éduqué à C'est vrai. savoir qu'il y a de la retouche partout, mais là, on dirait que l'ajout, c'est qu'on fait parler des gens, on leur fait transmettre de l'information. Ça, est-ce qu'il y a des petits trucs pratico-pratiques là, qu'on devrait tous connaître pour être en mesure de savoir? C'est dur, mais je pense qu'au même titre qu'on a développé peut-être un aspect un peu plus critique parce que, justement, on sait que dans les magazines, les photos sont truquées souvent ou sont modifiées ou les personnes sont embellies, etc. Ben, je pense qu'on a un travail à faire peut-être individuellement et développer cet esprit critique-là et de se dire, OK, c'est pas parce que je le vois sur Internet, sur mon feed, dans mon feed Facebook ou dans mon fil Twitter, que c'est forcément vrai. Mais ça a amené un balancier à tout ça, qui est ce que certains chercheurs appelaient une apathie de la réalité. C'est de dire, même le contenu qui forcément devrait être légitime, qui vient de sources légitimes, je remets ça en doute également parce que plus rien n'est vrai. Oui. Et donc, ça a créé ce problème-là de méfiance généralisée d'absolument tout le contenu qui est assez curieux et qui peut avoir des effets assez néfastes. Ah, absolument. Ben, en même temps, c'est un peu normal. Donc, à partir du moment où on se le met, ce gros point d'interrogation-là, je repose ma question. Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas? Ou c'est vraiment complexe puis il faut faire affaire avec des professionnels? Est-ce qu'on est en mesure, sans avoir une connaissance approfondie de ces technologies-là, est-ce qu'il y a des petits signes qui ne trompent pas, là, qui font qu'on peut repérer l'hypertrucage? Bien, dans certains cas, tu sais, comme l'échange de visage, là, tu sais, je prends mon visage, je le mets sur la photo de quelqu'un d'autre, où Nicolas et moi, on s'échange de visage, ça fait drôle à dire. Souvent, ça génère des effets un peu bizarroïdes. Là. On voit qu'il y a quelque chose qui cloche ou, tu sais, la personne a une drôle d'expression, l'air un peu zombie, tu sais. Faut commencer ça, on peut commencer à se poser des questions assez solides, mais assez sérieuses. Mais souvent, c'est juste impossible de le voir à l'œil. Là. Il peut y avoir des petites choses, mais ça va être ça va être pour des gens qui sont habitués à voir des images des gens qui connaissent ces méthodes-là et qui savent quel genre des fois de défauts que ça génère. Et là, on va venir les cibler, ces défauts-là. Mais ça prend l'expertise. Puis ça peut amener des problèmes. Pensez dans un procès devant les tribunaux. Ah oui. Juste encore aujourd'hui, gérer l'authenticité d'un courriel, c'est déjà un défi dans certaines cours. Imaginez à partir du moment où là, on dit « Non, mais écoutez, on a une clip audio de la personne qui parle ou voici une vidéo où on la voit qui s'exprime, qui dit tel propos. » Je veux dire, juste prouver l'authenticité d'un témoignage que quelque chose s'est produit. On peut anticiper que des gens bien équipés avec des moyens pourraient créer de la preuve qui n'est pas tout à fait la bonne à un moment donné pour induire en erreur. C'est souvent, je pense, une défense qui est employée. Quand il y a une preuve visuelle ou une preuve auditive ou quoi que ce soit qui est amenée, on peut dire, qui dit que cette vidéo-là n'a pas été truquée ou n'a pas été Puis comme on l'a dit, la détection est tellement difficile à faire qu'il va se poser des enjeux dans certains cas. Bien, puis donc, est-ce que la seule solution éventuelle, c'est justement de développer des outils de détection perfectionnés qui pourraient être utilisés en cours, par exemple? Parce que j'imagine qu'à un certain point, est-ce que même vous, on pourrait arriver à vous berner? Absolument. Oh oui. Ah oui? Sans problème. Plusieurs fois par jour. Donc, l'hypertrucage parfait, il existe. Là, il existe, je dirais, il n'est pas général, dans le sens qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec. Ouais. Mais dans certains cas bien précis. Par exemple, générer une photo d'une personne qui n'existe pas. Il y a le site web, là, thispersondoesnotexist.com. On va là-dessus, et puis on a des photos, puis ces personnes-là n'existent pas. Ce ne sont pas des vrais humains. Mais je m'y fais prendre au jeu. Je suis pas mal sûr que toute ma gang aussi d'étudiants, de chercheurs qu'on connaît, là, on se fait tous se prendre au jeu. Mais la solution, je crois qu'il y a plusieurs pistes de solutions. Il y en a une qui est effectivement le développement de nouveaux outils pour reconnaître, parce que ces algorithmes-là laissent des traces. Des traces qui sont imperceptibles à l'œil nu, mais elles sont là. Et elles peuvent être détectées par d'autres algorithmes qui sont entraînés à les reconnaître. OK. Par exemple, un pattern. Exactement, okay. Pattern de couleur ou pattern de, je sais pas, des fois dans les cheveux ou peu importe, là, aussi dans les dynamiques, là, si on parle de vidéo, de la façon dont la personne s'exprime, etc. Ça, c'est possible, mais il y a aussi l'aspect, je dirais, authentification de la chaîne de capture. Donc, à partir du moment où on a capturé la photo ou capturé la vidéo, jusqu'au moment où on la visualise, il existe des compagnies et puis des efforts de chercheurs là, qui sont là-dedans pour, par exemple, encrypter de l'information à l'intérieur de l'image et qui confirme l'authenticité. Et dès que l'image est modifiée ou créée ou
peu importe, c'est brisé. Ça ne fonctionne plus. OK. Donc, ça révèle un peu que ça a été modifié. Fait que je pense que ça, c'est aussi une direction que les gens doivent considérer. Mais là, évidemment, on parle vraiment là, de tous les fabricants de caméras jusqu'aux journaux, jusqu'aux médias, etc., qui doivent C'est des tenir nouveaux ça en compte. réflexes à développer. Mais ça va être à carrément. développer, puis on a besoin. Donc, c'est pas juste parce qu'on voit une image que ça a bel et bien été une photo qui a été prise. Pour conclure rapidement, parce que j'ai l'impression que depuis tantôt, on parle de ce qui nous fait peur, de ce qu'il faut apprendre à détecter, des informations, on n'a même pas parlé de fraude, mais j'imagine que c'est un autre problème. Peut-être juste se concentrer, les aspects positifs de tout ça, si on se projette dans le futur, qu'est-ce que ces technologies-là vont nous apporter de bon? Bien, il y a des exemples hyper positifs où, par exemple, quand on réussit à générer une reproduction de la voix de quelqu'un pour lui faire dire des choses, bien, pensez à des gens qui auraient des maladies dégénératives où ils perdent l'usage de la voix. Imaginez pour ces personnes-là s'ils peuvent créer une espèce d'avatar audio de leur voix. Donc, au lieu d'avoir une voix très générique, un peu robot, si c'était leur vraie voix à eux qui pouvaient maintenant accompagner lorsqu'ils s'expriment, voilà une avancée absolument incroyable du côté du divertissement, on l'a parlé tantôt, d'avoir une personnalisation du contenu qui amène toutes sortes de nouvelles façons de voir les choses dans le monde du jeu vidéo, dans le domaine du film, des séries télé. En éducation. En éducation. On va avoir un enseignement personnalisé pour les élèves qui apprennent à distance. C'est très d'actualité de nos jours. Donc, on veut avoir du contenu qui soit engageant, qui soit réaliste, où les élèves se sentent motivés ou se sentent engagés avec, par exemple, discuter en un à un avec leur enseignant, ce qui n'est pas toujours facile ni possible. Mais peut-être qu'on peut justement aider les enseignants à être capables d'aller chercher tous leurs élèves là, et pas en laisser de côté, peut-être avec l'utilisation de ces technologies comme ça. Puis à l'écrit? Ben, dans le texte, il y a plein de belles applications qui sont faites en génération textuelle. Puis justement, en ce moment, sur lequel je travaille, c'est de rendre un document juridique qui est le plumitif criminel, de le rendre un peu plus intelligible, de venir décrire ce document-là avec des phrases complètes, justement, puis de prendre justement la structure du plumitif, qui est très cryptique. Moi, je ne comprends absolument rien de ce document-là, puis de venir générer une description textuelle pour le commun des mortels, pour amener une certaine accessibilité à la justice, mais aussi d'un point de vue éducationnel, pour mieux comprendre qu'est-ce que le système judiciaire fait, finalement, puis d'avoir c'est un peu... Ce serait presque un outil de vulgarisation. Exactement. En fait. Puis justement, en génération textuelle, il y a beaucoup ce qu'on appelle faire des résumés de textes, puis d'avoir un certain niveau aussi lexical d'un résumé pour l'adapter selon la personne, selon ses capacités de lecture. Fait qu'il y a plein de belles applications aussi en génération textuelle. Mais le projet que je trouve le plus fascinant puis qui va vraiment toucher tout le monde en pleine période de pandémie, c'est un projet que j'ai vu récemment qui permettrait, lors des fameux appels vidéoconférences desquels tout le monde est tanné, de fermer la caméra, mais à partir de quelques photos de vous, ça va animer votre visage comme si vous étiez en vidéo. Donc, vous pourrez maintenant travailler en pyjama et malgré tout avoir de l'air propre, présentable avec la caméra fermée. Ça, les Donc, applications concrètes, là, votre vie va changer. on les visualise très bien. Bien, je vous remercie infiniment d'avoir pris part à cette discussion-là. C'était fort intéressant. Je pense qu'on peut en conclure qu'on est beaucoup plus avancé que tout ce qu'on osait imaginer, mais il y a aussi quand même du positif dans tout ça. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à Vincent Bergeron, Nicolas Garneau et Jean-François Lalonde d'avoir partagé leur expertise sans filtre ni trucage. Merci aussi à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, ainsi qu'à l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval d'avoir permis cette discussion-là. Je vous rappelle que la série Décoder le monde est co-organisée par le Musée de la civilisation et les Fonds de recherche du Québec. Et je vous invite aussi à découvrir les prochaines activités de la série en consultant le mcq.org. Je m'appelle Marie-Pierre Élie et je vous dis à bientôt.